idée. Ah. Attendez, je vais mettre un petit peu plus. Je pourrais taper tout ça. Parce que il va un peu plus nettoyer la vidéo. Oui. Hop, voilà. Je vous mets bien. Ah, bon, il y a que nous, ouais. Michel. Voilà, Michel, c'est parti. Eh bien, bonsoir à tous. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle soirée conférence du mercredi de la communauté catholique francophone de Singapour. Nous sommes autour du professeur Bruce Lockhart, qui vient nous donner un aperçu historique sur le catholicisme au Vietnam. Alors, Bruce est un Américain qui a passé la moitié de sa vie à l'étranger, surtout en Asie du Sud-Est. Il a fait ses études à l'université de Cornell et à Yale et un doctorat en histoire. Il a passé 3 ans au Laos et 3 ans au Vietnam avant de s'installer à Singapour, où il est professeur à l'Université nationale de Singapour depuis 1998. Élevé dans une famille de tradition protestante réformée, il fait partie du comité des anciens d'une église presbytérienne de Singapour. Et maintenant, je lui laisse la parole. C'est bon? Bonsoir à tous. Je suis très content d'être parmi vous. Je dois avouer que la dernière fois que j'ai fait une conférence en français, c'était il y a très longtemps, je crois 1988. Alors, quelquefois, j'ai un peu perdu mon français depuis, mais j'espère que je pourrai me débrouiller. Ce soir, je vais vous donner une narrative plutôt historique sur le catholicisme au Vietnam. Et quand on pense, voilà, quand on pense au Vietnam, et puis à l'histoire du catholicisme au Vietnam, on pense par exemple aux martyrs, on pense à une très grande épopée de victoires, aussi de défaites, de persécutions, et puis forcément plus tard, on pense au rapport entre le catholicisme et l'impérialisme d'un côté et le colonialisme d'un autre côté. Et c'est pour ça que souvent, quand on essaie de décrire l'histoire du catholicisme au Vietnam, on trouve qu'il y a très souvent des observations très stéréotypiques, comme, bon, le catholicisme, c'était l'outil des impérialistes, ou bien c'était l'outil des colonisateurs pour gouverner la France. Pardon, pour gouverner le Vietnam, forcément. Et ce soir, j'espère qu'on vous donne une perspective sur les plus de 4 siècles de l'histoire du catholicisme vietnamien. On pourrait avoir une idée peut-être plus sensible et aussi plus objective sur l'évolution. Moi, je vais insister surtout sur l'événement dans un grand contexte, à une échelle plus ou moins macro, puisqu'il s'agit d'une histoire de plus de 400 ans. Et j'ai coupé l'histoire du catholicisme au Vietnam en plusieurs étapes, et chaque étape aura forcément ses propres caractéristiques et ses propres événements. Alors, il faut commencer disons au début du XVIIe siècle, et vers l'année 1600, après presque un siècle de guerre civile, parce que le XVIe siècle pour le Vietnam, c'était une époque de guerre civile. Le Vietnam a retrouvé un peu la paix, mais a retrouvé une paix divisée. Et pendant presque 2 siècles, entre 1600 et 1775, il y avait effectivement 2 royaumes vietnamiens. Et vous voyez sur la carte, c'est à peu près les mêmes, disons que la frontière entre ces 2 royaumes était à peu près la même frontière entre le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud entre 1954 et 1975. Et ces 2 royaumes, en vietnamien, le Nord s'appelait Dang Ngoai et le Sud s'appelait Dang Cham. Normalement, en langue étrangère, en langue européenne, on les appelle Tonkin et Cochinchine. Mais il faut remarquer que les frontières de ce Tonkin et de cette Cochinchine n'étaient pas exactement les mêmes que le Tonkin et la Cochinchine
sous la colonisation française, comme on le verra plus tard. Comme vous le savez sans doute, sous les Français, le Vietnam était divisé en 3 parties, tandis qu'à cette époque-là, il n'y en avait que 2. Donc, il y avait ces 2 royaumes, Tonkin dans le nord, Cochinchine dans le sud. Et depuis vraiment les débuts de cette époque, il y avait déjà des missionnaires européens dans les 2 Vietnams. Il paraît qu'il y en avait quelques-uns, même plus ou moins à la fin des années 1500, mais comme les Vietnamiens étaient en pleine guerre, c'est vraiment au début du XVIIe siècle qu'on commence à avoir une vraie présence catholique. Et les missionnaires, pour la plupart, étaient français, mais il y avait aussi des Italiens, des Espagnols et des Portugais. Et à cette époque-là, dès l'établissement de la fondation des missions étrangères de Paris, les missionnaires français des MEP ont joué un rôle très, très important dans le travail de l'Évangile au Vietnam. Il y avait aussi des dominicains, surtout des dominicains espagnols, et il y avait quelques jésuites. Normalement, si vous connaissez un peu l'histoire de la foi catholique en Chine, vous savez que les jésuites ont joué un rôle assez important puisqu'il y avait de nombreux jésuites qui étaient à la cour chinoise sous les Ming, sous les Qing. Au Vietnam, il y en avait quelques-uns, mais ils ont joué un rôle beaucoup moins important qu'en Chine. Par contre, c'était les communautés qui étaient fondées, qui étaient menées, dirigées par les MEP, par les dominicains, qui étaient beaucoup plus importants dans le contexte vietnamien. Et forcément, c'est très difficile de savoir, on a des chiffres pour les communautés catholiques de cette époque. Et il est bien possible qu'il y ait eu disons, des communautés de quelques centaines de milliers dans le nord et dans le sud. Le problème, c'est qu'on a uniquement les chiffres des missionnaires eux-mêmes et parfois, il faut se méfier un peu si on a des chiffres très concrets de baptême, quelque chose comme ça, c'est plus facile. Mais c'est évident que les communautés étaient quand même assez importantes. Et aussi, il y avait une assez grande diversité sociale. Il y avait des catholiques, quelques-uns parmi les membres de la famille royale, surtout quelques princesses catholiques dans les deux pays. Il y avait surtout dans le sud un certain nombre de mandarins qui étaient catholiques aussi. Et puis, il y avait des villages entièrement catholiques dans les 2 royaumes. Un problème qui se posait dans le milieu rural, dans les paysages vietnamiens, c'était que du moment où vous commenciez à avoir des catholiques dans un village, c'était presque impossible d'avoir une coexistence avec ceux qui étaient catholiques et ceux qui ne l'étaient pas. Parce que chaque village avait sa génie gardienne et la vie spirituelle et sociale du village était basée sur les rites, sur le culte de cette génie. Et comme normalement, les catholiques vietnamiens ne pouvaient pas participer à tous ces rites, à ce culte, c'était très, très normal que les villages se séparent. Et donc, il y avait souvent, juste à côté, il y avait un village catholique et puis un village laïque. Et ce n'était pas forcément parce qu'ils se détestaient, mais simplement parce que c'était presque impossible de mener une vie commune au niveau du village avec des gens qui étaient croyants et ceux qui ne l'étaient pas. Mais les communautés catholiques se sont multipliées et même si on n'est pas certain des chiffres, on sait que jusqu'au au milieu du XVIIIe siècle, qu'il y avait quand même pas mal de chrétiens, surtout dans le sud, mais pas mal dans le nord aussi. Le dernier quart du XVIIIe siècle est parmi l'époque les plus compliquées de l'histoire du Vietnam, puisque dans les années 1770, un grand mouvement de révolte a été déclenché et c'est ce qu'on appelle le révolte des Tay Son. Les Tay Son, c'était un petit village dans le centre du Vietnam et il y avait 3 frères de ce petit village qui ont commencé une révolte qui a fini par conquérir le pays entier.
Et donc, de 1763-74 jusqu'en 1800-1801, le Vietnam est resté dans un état de guerre civile. Et c'est une histoire, on écrit des livres entiers sur ces 25 ans parce qu'il y avait beaucoup de changements politiques et sociaux. Et il y avait plusieurs forces politiques qui se concurrençaient et il y avait beaucoup de régions du Vietnam qui ont changé de maître plusieurs fois parmi cette guerre civile. Et chaque faction politique avait sa propre politique envers le catholicisme. Il y en avait qui étaient plutôt tolérants, il y en avait qui étaient beaucoup moins tolérants. Donc, pour les missionnaires, parce qu'à cette époque-là, il y avait effectivement des missionnaires français partout dans le pays. Pour les missionnaires, la grande question était est-ce qu'on devait rester ou est-ce qu'on devait s'enfuir? Il y en a qui sont restés, il y en a qui se sont enfuis. Et il faut ajouter que pendant ces 2 siècles, même avant le déclenchement de cette guerre civile, il y avait évidemment des époques de persécution. Et je crois que j'ai sauté. Non? Voilà, effectivement, pardon, j'ai sauté une diapo, c'est pour ça que j'ai laissé tomber quelque chose. Avant d'en venir à la guerre civile, on va revenir un peu en avant. Comme c'est bien connu, il y avait effectivement pas mal de persécutions contre les catholiques pendant cette époque, dans le nord et dans le sud. Mais je la qualifie ici de persécution épisodique parce que ce n'était pas une politique tout à fait constante. Ça dépendait souvent de la mentalité de tel ou tel roi, parfois même de la mentalité de tel ou tel mandarin provincial. Dans cette province-ci, peut-être qu'il y avait un mandarin qui était plutôt favorable. Dans cette province-là, peut-être un qui l'était moins. Donc, pendant tout ce temps des 2 royaumes, il y avait des épisodes de persécution et il arrivait même parfois à quelques missionnaires de se faire envoyer à l'étranger et donc d'être expulsés du pays. Le problème, c'est que forcément, quand on regarde la carte, on voit qu'avec quelques centaines de kilomètres de côte, c'était impossible pour les gouvernements vietnamiens de surveiller les côtes. Et donc, c'était très, très facile quand si un missionnaire s'était enfui, ou bien au Cambodge, parfois en Malaisie, en Singapour, après, il pouvait tranquillement retourner dans le pays. Et il y avait des expulsions, puis après, les missionnaires sont retournés au Vietnam, retourner à leurs fidèles, à leurs brebis, et c'est pour ça que le catholicisme a duré très très longtemps et s'est trouvé une présence plus ou moins permanente. J'aimerais insister sur le fait qu'à cette époque-là, pendant le 17e, 18e siècle, le catholicisme n'était pas perçu comme une menace politique par les gouvernements vietnamiens. En Chine, c'était pareil. Il n'y avait vraiment question d'intervention politique d'un pays, d'une puissance étrangère, avant le 19e siècle. Donc, au 17e, au 18e siècle, et comme la classe gouvernante vietnamienne partageait plus ou moins la même mentalité que la classe gouvernante chinoise, puisque tous les deux étaient formés dans une tradition confucianiste. Donc, la menace du catholicisme, ce n'était pas tellement une menace politique, c'était une menace plutôt culturelle. Et donc, on avait cette idée d'orthodoxe, d'hétérodoxe. Orthodoxe, c'était tout ce qui était correct du point de vue confessionnel, tout ce qui suivait les valeurs confucianistes. Mais le catholicisme, et plus tard, forcément, la foi protestante aussi, le catholicisme, c'était considéré comme quelque chose d'hétérodoxe, comme d'autres aspects de la religion populaire, parce que ça ne conformait pas aux idéaux du confucianisme. Mais donc, à cette époque-là, jusqu'au début du 19e siècle, pour la plupart, si la classe dirigeante vietnamienne dans les 2 royaumes s'opposait au catholicisme, c'est à cause de cette question d'hétérodoxité. Ce n'était pas forcément parce que c'était une religion étrangère et ce n'était pas parce que c'était perçu comme une menace. En Chine, au Vietnam, à cette époque, il n'y avait aucune intervention des puissances occidentales à cause de
pour des causes religieuses. Ça a commencé uniquement au XIXe siècle et comme on verra tout à l'heure, cela a tout à fait bouleversé l'image du catholicisme et la situation, le statut des catholiques dans ce pays. Mais donc, à cette époque-ci, c'était vraiment une question de foi, d'idéologie, une menace culturelle plutôt qu'une menace politique ou bien géopolitique. Mais du moment qu'on entre dans la guerre civile, ça commence, puisque ça a complètement bouleversé l'actualité politique du Vietnam, et en même temps, ça a commencé à ouvrir un peu les portes pour une intervention étrangère. Et donc, la perception des divers gouvernements vietnamiens du catholicisme et de la possibilité de la menace d'une intervention étrangère, ça a commencé à changer. Je veux parler un peu d'un incident très célèbre, même notoire, et surtout un incident qui a eu beaucoup de sens, beaucoup de valeur pour les Français plus tard et pour l'époque coloniale. Un des princes parmi la guerre civile des Tay Son, il y avait un des princes vietnamiens qui s'était enfui. Et il avait des rapports très proches avec quelques missionnaires français, surtout un missionnaire des missions étrangères qui s'appelait Pignot de Bayen, mais il avait le titre évêque d'Adron. Et l'évêque d'Adron, il est resté très longtemps, il était missionnaire pendant plusieurs décennies au Cambodge et au Vietnam. Et il a eu de très bons rapports avec beaucoup de Vietnamiens, et surtout avec ce jeune prince qui avait appartenu à une des familles royales du Vietnam, mais qui a été obligé de s'enfuir au Siam à cause de la guerre civile. À certains moments, l'évêque d'Adron a pu persuader ce jeune prince que l'évêque voulait retourner en France et trouver du secours chez la France, chez les Français, pour cette famille royale, pour qu'ils puissent vaincre leurs ennemis et reprendre le pouvoir au pays. Et le jeune prince, il était d'accord, il a consenti à confier son fils, le jeune prince Caïn, qui avait à peu près 6 ans, 7 ans, à l'évêque d'Adron. Et ils sont retournés en France, c'était en 1786-87, et alors forcément juste avant la Révolution, et ils ont signé un traité à Versailles. Et le roi, c'était Louis XVI. Louis XVI était d'accord, il a dit, bon, en principe, on est d'accord pour aller aider la cause, aider ce jeune prince, et en retour, il va nous donner quelques concessions. Une fois qu'il aura repris le pouvoir, on aura des droits spéciaux de commerce et il nous cédera quelques petites villes au Vietnam. Le problème, c'était d'abord, en fin de compte, en 1787, d'autres choses sont arrivées en France qui bloquaient plus ou moins la possibilité d'aller aider qui que ce soit à l'étranger. Et en même temps, l'évêque d'Adron, quand il est retourné au Vietnam, il est passé par les colonies françaises en Inde. Et le gouverneur des établissements français en Inde, qui était malheureusement pour lui, irlandais et même pas français, il s'est tout à fait opposé au dessein, au projet de l'évêque d'Adron. Il a dit c'est chimérique, rien ne va se passer, ça ne gagnera rien. Alors, en fin de compte, il a refusé d'envoyer des militaires et d'envoyer des fonds avec l'évêque d'Adron pour aider le jeune prince. Par contre, l'évêque d'Adron, il a pu quand même recruter peut-être quelques dizaines de mercenaires qui sont allés retourner au Vietnam avec lui et qui ont combattu aux côtés de ce jeune prince, donc du père du prince Caïn. Et en fin de compte, le père, ce prince royal, il a pu gagner la guerre civile et reprendre le pouvoir. D'un côté, on peut dire que la contribution de la France, de ces Français, n'était pas très importante. Mais pour les Français après, cette aventure a été transformée dans une vraie épopée coloniale.
Donc, on avait, pendant l'époque coloniale à Sagone, on avait cette statue qu'on voit ici de l'évêque Adron avec le petit prince Stein à côté de lui. Et il paraît que pendant un moment, le prince Stein a été converti. Et donc, il s'est converti en catholique. Et donc, à cette époque-là, la France n'avait toujours pas des projets de colonisation, mais ils étaient certains que à l'avenir, maintenant, ils auraient une position, un statut privilégié au Vietnam et que peut-être s'il y avait un petit prince catholique, qu'un jour, il y aurait bien un roi catholique. Malheureusement, le jeune prince Stein, il est mort juste avant la fin de la guerre civile. Et on verra tout de suite, on verra tout à l'heure ce qui est arrivé après. Mais en fait, la France n'a vraiment rien gagné à cette aventure. Mais après, quand les politiques, les hommes politiques à Paris et les missionnaires ont commencé à avoir des projets de colonisation, ils ont invoqué ce traité de Versailles. C'est ça. Maintenant, à cause de ce traité qui en fait n'a jamais été réalisé, maintenant, la France sera la bienvenue et nous aurons des droits que ces fichus britanniques et tous les autres ennemis n'auront jamais. Alors, forcément, c'était des idées tout à fait chimériques. Mais cette idée, l'idée de l'évêque d'Adron comme un héros, disons, qui a dévancé la mission coloniale et aussi d'un rapport très intime entre les Français et les Vietnamiens, d'un statut spécial pour la France. Tout cela a été développé au cours du 19e siècle après. Alors, voilà. Alors, le prince, le père du petit prince Cain, il a vaincu. Il était vainqueur dans la guerre civile et en 1801-1802, il a instauré sa famille royale comme une dynastie impériale. Avant, ils avaient uniquement régné sur le sud, sur le royaume du sud. Maintenant, ils ont régné sur tout le pays. Et à ce moment-là, le Vietnam a pris à peu près la taille qu'il a maintenant. Et donc, il a instauré sa famille, la famille des Nguyen, en dynastie impériale. Gia Lam, à cause des contacts qu'il avait eus avec les Français, il a bien reconnu qu'il y avait des Français qui avaient combattu pour lui, et puisqu'il avait des sentiments très, très intimes avec l'évêque d'Adron, qui lui aussi est mort vers 1799, je crois. Donc, aussi avant la fin de la guerre civile. Gia Lam, lui, il avait une politique plutôt tolérante envers les Français en général et surtout envers le catholicisme. Pour lui, il n'y avait aucune question de se convertir. Vraiment, il voulait absolument se convertir, mais au moins, il avait une certaine sympathie pour les Français et pour les missionnaires. Mais ce qui est advenu après, c'est qu'en principe, le jeune prince Cain, puisque lui, il était le fils aîné, il était comme plus ou moins le prince héritier. En principe, après qu'il est mort, son fils, à lui, aurait dû devenir le successeur de son grand-père Gia Lam. Mais Gia Lam a choisi d'écarter, ce qu'il avait tout à fait le droit de faire, mais il a choisi d'écarter la ligne du petit prince Cain pour la ligne d'un autre fils qui est devenu l'empereur Ming. Beaucoup de gens ont pensé que c'était parce que le jeune prince Cain s'était converti et donc qu'il ne voulait pas avoir une famille catholique ou bien un successeur catholique. Mais en fait, quand on lit les histoires, les lettres des missionnaires, c'est très, très évident que le petit prince Cain, après son retour de la France, il a plus ou moins laissé tomber sa foi. Il n'a jamais été baptisé. Et les missionnaires, au début, quand il était très, très jeune, il était très, très enthousiaste. Il avait même des aspirations pour devenir martyr. Il a dit aux missionnaires, « Moi, vouloir mourir pour Dieu », et quelque chose comme ça. Mais peu à peu,
Et il s'est laissé, disons, il s'est oublié parmi toutes les tentations de la vie de la cour avec toutes les femmes et tout ça. Et c'est très, très évident dans les lettres des missionnaires qu'en fin de compte, probablement sa conversion était pas tellement sincère. Et c'est sûr qu'au moment de sa mort, il n'était vraiment plus chrétien et ses fils non plus. Alors, l'idée que ses fils à lui aient été écartés à cause d'une soi-disant prétendue foi chrétienne de leur père, probablement c'est faux. Je crois que c'est plutôt parce que les fils, dont les petits-fils de Zalom étaient très, très petits, et il voulait avoir plutôt un successeur adulte, et donc il a choisi un fils, donc le demi-frère du prince Cain, qui serait l'empereur Mingman. Et Mingman était le premier des 3 empereurs qui ont régné entre Zalom et la colonisation française. Il y avait d'abord Mingman, et puis Tianchi, et puis Dedek. Tous ces 3 empereurs, ils ont plus ou moins partagé la même méfiance du catholicisme. Et c'est intéressant parce que quand on lit les écrits, les lettres des missionnaires, même avant l'avènement de Mingman, disons pendant les années, du moment où ils ont su que Mingman serait le prochain empereur, ils ont commencé à se méfier parce que Mingman avait une réputation assez féroce et c'était très, très connu qu'il ne partageait pas les sympathies de son père ni pour les Français, ni pour les catholiques. Alors, tous les missionnaires se doutaient qu'une fois que Zalom serait mort et que Mingman serait au trône, serait en pouvoir, que ça passerait plutôt mal pour les catholiques. Et ils avaient tout à fait raison. Donc, du moment où lui est avenu, du moment de l'avènement de Mingman, lui et ses 2 successeurs, ils ont gardé une assez forte méfiance envers le catholicisme. Et le rythme de persécution a recommencé. Mais en même temps, et c'est à ce moment-là qu'à partir des années 1820, on commence à voir, si vous voulez, la politisation de la voie catholique en France. Parce qu'à partir des années 1820, l'Église et les MEP en France, évidemment, ils étaient très, très au courant de ce qui arrivait parce que tous les missionnaires écrivaient tous les temps des lettres. Si on lit le journal qui s'appelle l'Annale des propagations de la foi de cette époque, c'était effectivement comme le journal officiel des missions étrangères de Paris. C'est que des histoires de persécution, de mort, de tout ça. Et toute l'équipe, disons, tous les chefs de l'Église, des missions en métropole étaient tout à fait au courant de ce qui arrivait. Et ils ont commencé à mettre de plus en plus de pression sur les successifs régimes en France d'intervenir au Vietnam. Au début, surtout sur les premiers régimes, avant la monarchie de Juillet, avant Louis-Philippe, en général, ils n'étaient pas très enthousiastes. Napoléon ne s'intéressait pas beaucoup aux catholiques. Par contre, il s'intéressait beaucoup à l'Égypte. Donc, il concentrait sur ils avaient d'autres idées en tête. Mais à partir de la monarchie de Juillet, de Louis-Philippe, à Paris, ils ont commencé à prêter davantage d'attention aux plaintes des missionnaires et de l'Église et des missions en France. Forcément, c'était la même époque en Chine où, avec la guerre de l'opium, il y avait effectivement des parallèles. Et à mon avis, la France, disons le gouvernement en France s'est dit, bon, si les Britanniques peuvent faire ça en Chine, nous, on peut très, très bien le faire au Vietnam. Et on a commencé ce qu'on appelle d'habitude la diplomatie de la canonnière, gunboat diplomacy. Le premier épisode, c'était en 1841, où les Français ont envoyé un navire naval pour contraindre le gouvernement vietnamien à libérer un missionnaire français qu'ils avaient détenu. Parce qu'à cette époque, dans les années 1800,
1830-1840, il y avait de plus en plus d'arrestations de missionnaires français. Parfois, quelques-uns d'entre eux ont été exécutés et en même temps, il y avait pas mal de catholiques vietnamiens qui ont été arrêtés et parfois mis à mort aussi. Donc, à partir des années 1840, il y avait plusieurs épisodes de diplomatie où il n'était pas encore question d'invasion. Mais dans les années 1840, au moins, le gouvernement de Louis-Philippe était disposé à intervenir pour libérer les missionnaires. Il vous aurait bien voulu mettre pression sur le gouvernement vietnamien pour avoir davantage de liberté religieuse, comme ce qu'on avait fait en Chine, mais il n'était toujours pas en mesure de le faire. En fin de compte, il ne pourrait le faire qu'en vraiment colonisant le pays après. Et forcément, c'est devenu une espèce de cercle vicieux. Le gouvernement se méfie des catholiques et des missionnaires. À cause de cette méfiance, on les persécute. À cause de la persécution, les Français commencent à intervenir. À cause de cette intervention, les gouvernants, il y a davantage de méfiance. Et ça se voit très, très clairement dans les lettres des missionnaires de cette époque-là. Quand ils sont arrêtés et interrogés par les mandarins vietnamiens, on ne leur pose pas seulement des questions sur leur travail religieux, on commence à demander, est-ce que c'est le roi de France qui vous a envoyé? Qu'est-ce que vous allez faire pour la France ici? Donc, c'était très, très évident que maintenant, ils étaient vus comme une menace politique et ce n'était vraiment plus une question d'idéologie confucienne. Maintenant, la menace géopolitique, c'était de plus en plus évidente et les Vietnamiens s'en sont rendus compte. Après l'avènement au pouvoir de Louis-Napoléon, avec le Second Empire, Louis-Napoléon, il voulait bien avoir le soutien de l'Église catholique. Donc, il s'est montré plutôt mieux disposé à intervenir d'abord en Chine et aussi au Vietnam. Et c'était en partie pour agrandir l'influence de la France en Asie, mais aussi parce qu'il voulait témoigner de sa sympathie pour les missionnaires, pour avoir le soutien de l'Église catholique en France. Et donc, il y avait en 1856-57, il y avait une dernière tentative diplomatique de la France qui a tout à fait échoué. Et puis, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à vraiment faire des projets pour une invasion proprement dite du Vietnam. Et ce serait une invasion franco-espagnole parce que, bien que la plupart des missionnaires soient français, il y avait aussi des dominicains espagnols, dont quelques-uns avaient été exécutés aussi. Donc, il y avait des projets, bien que forcément, la France a joué le rôle principal dans tous ces projets, mais il y avait aussi la participation des Espagnols. Et dès la fin de 1857 et le début de 1858, ils ont commencé leur projet d'invasion qui a eu lieu plus tard dans l'année. Les missionnaires, évidemment, à ce moment-là, les missionnaires français étaient presque unanimes à vouloir une intervention militaire. Et pour ce faire, pour avoir ce qu'ils voulaient, ils ont promis, et souvent, à mon avis, ils ont beaucoup exagéré, ils ont promis, le gouvernement français, les militaires français, que la plupart des Vietnamiens, pas seulement les catholiques, seraient bien disposés à accueillir, à souhaiter la bienvenue à des conquérants français. Et ils ont dit, oui, bon, c'est forcément les catholiques, parce que maintenant les catholiques souffrent de toutes ces persécutions, mais en même temps, même d'autres Vietnamiens, ils en ont tellement marre de ce gouvernement tyrannique et qu'ils seront très, très contents d'être libérés par une puissance bénévole et gentille comme la France. Et je ne sais pas à quel point ces promesses ont influencé le gouvernement en France, mais c'est sûr que certainement, il y en avait qui l'ont cru. Et il y avait certains Français, certains milieux dans le gouvernement français qui ont cru que les Vietnamiens étaient là, prêts à les accueillir les bras ouverts, ce qui n'était pas forcément le cas.
vraiment, il y avait très, très peu de Français à l'époque très, très peu de Français à l'époque se sont demandé si vraiment les Vietnamiens préféraient un maître étranger à un maître vietnamien. Et donc, forcément, c'est très, très difficile de savoir exactement quels étaient les sentiments des catholiques indigènes à l'époque, parce qu'on ne connaît leur opinion qu'à travers les écrits des missionnaires. Donc, à mon avis personnel, c'est certainement possible qu'il y ait des catholiques qui ont bien voulu l'intervention. Si à l'époque vous étiez catholique, vous étiez obligé de mener une vie cachée et vous avez toutes ces persécutions, probablement vous aurez bien voulu que les Français viennent vous libérer. Mais pas forcément tous. Et c'est un élément très, 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 très difficile à comprendre. Toute la durée de la colonisation française, les catholiques seront plus ou moins coincés entre leurs sentiments nationalistes et leur sentiment de loyauté en tant que catholique. Et ça a commencé effectivement à ce moment-là. Et encore assez vicieux, puisque il y avait un quart de siècle entre la première intervention militaire en 1858 et la fin de la colonisation en 1884-85. Dans ce quart de siècle-là, c'était la même histoire, puisque les Français étaient déjà venus saisir les provinces méridionales. Forcément, dans d'autres parties du pays, on s'est méfié de plus en plus des catholiques. Et même si les catholiques n'avaient pas forcément accueilli les forces françaises, beaucoup d'autres Vietnamiens avaient bien l'impression que c'était leur attitude. Donc, il y avait d'autres épisodes de violence anticatholique pendant ces décennies, jusqu'à ce que les Français aient pu prendre le pouvoir sur tout le pays. Pendant ce quart d'heure, pendant ces années de colonisation, il y avait un changement très important. C'est effectivement le changement du Second Empire à la Troisième République à partir de 1871. Et comme nous le savons tous, je crois, la mentalité de la Troisième République, c'était tout, à propos de la religion, c'était tout à fait différent de la mentalité du Second Empire. Et c'est effectivement, on a la croissance de la laïcité, de la franc-maçonnerie, et ces influences ont eu disons qu'ils ont directement influencé la mentalité du régime colonial lui-même. Parce que une fois qu'il y avait une fois qu'on a installé un système colonial total sur tout le Vietnam, forcément, il y avait probablement parmi les fonctionnaires civils du régime colonial, ceux qui étaient vraiment croyants, vraiment catholiques pratiquants, étaient probablement parmi la minorité. Donc, parmi les fonctionnaires, il y avait des nombreux libres penseurs, des nombreux francs-maçons, et forcément, ils avaient très, très peu de sympathie pour les missions. Et à Paris, l'époque où les missions pourraient demander tout ce qu'ils voulaient au gouvernement français, demander une intervention par ici, demander des privilèges par là, cette époque-là était déjà bien finie. Et c'est très clair et quelques historiens ont travaillé là-dessus, que dans les diverses colonies de l'Empire français, les relations entre les fonctionnaires coloniaux et les missionnaires étaient très, très complexes. Et donc, si on essaie d'avoir cette idée stéréotypée que les fonctionnaires, les missionnaires travaillaient la main dans la main pour les mêmes buts, ce n'était pas du tout le cas. Et beaucoup de fonctionnaires n'avaient vraiment aucune sympathie pour les missionnaires et ne voulaient absolument pas que les missionnaires s'immiscent dans les affaires politiques. Ils préféraient plus ou moins, ils disaient plus ou moins aux missionnaires, bon, bouclez-le et restez dans vos églises, vous faites vos petites œuvres, vous avez vos petites écoles, mais ne vous immiscez pas dans nos affaires, nous, du régime colonial. Et donc, ce n'était pas aussi facile pour les missionnaires qu'on aurait peut-être pu le penser. Et ils ont établi effectivement, comme dans la France elle-même, à partir surtout de 1905, comme il y avait un système d'enseignement
colonial, disons un système d'enseignement public et puis un système d'enseignement religieux en France. Il y avait la même chose en Indochine, parce qu'il y avait d'un côté, il restait des écoles religieuses et quelques-uns des meilleurs collèges et lycées du Vietnam colonial étaient effectivement des écoles religieuses. Mais en même temps, on a monté tout un système, ce qu'on appelait les écoles franco-vietnamiennes ou franco-annamites à l'époque, qui étaient des systèmes d'enseignement tout à fait laïques. Et donc, pour les Vietnamiens, la famille vietnamienne, ils avaient le choix entre les deux systèmes. Et donc, il y avait une certaine concurrence entre les écoles publiques laïques et les écoles religieuses. On peut toujours faire un contraste très, très intéressant avec les Philippines, puisqu'avec les Philippines, l'Église a plus ou moins dominé le système colonial pendant plusieurs siècles. Et je crois jusqu'à presque la fin du 19e siècle, l'Église catholique avait presque un monopole total sur l'enseignement aux Philippines. Mais en Indochine, ce n'était jamais le cas, parce qu'il y avait toujours la concurrence entre la religion et la laïcité dans les métropoles comme dans les colonies. Et donc, le rôle de l'Église au Vietnam, c'était surtout pour les œuvres bénévoles. À part les écoles, il y avait les orphelinages, et puis quelques hôpitaux. Et donc, il y avait beaucoup, puisqu'il faut dire franchement que le régime colonial n'a pas beaucoup investi dans les hôpitaux, dans toutes les œuvres de santé publique et tout ça. Donc, c'était une des contributions les plus importantes de l'Église catholique au Vietnam colonial, c'était effectivement ces œuvres bénévoles et tout ça. Et ça fait toujours une grande partie on peut dire, le patrimoine de l'Église au Vietnam. On en vient maintenant à la fin de l'époque coloniale et puis de ce qu'on appelle en français, c'est la guerre d'Indochine. Pour nous, c'est la première guerre d'Indochine, puisque la deuxième, c'était après. Et donc, et puis la partition, la division du Vietnam en deux à Genève en 1954. Et une des conséquences les plus importantes de cette partition, c'était un très, très grand exode de 2 millions de Vietnamiens qui sont partis du nord dans le sud. Parce qu'il y avait une espèce de grâce de 2 ans, de 54 à 56, où on pouvait se déplacer facilement entre le nord et le sud. Et certains Vietnamiens, surtout ceux qui faisaient partie du mouvement communiste, ils sont allés dans le nord. Mais le nombre de Vietnamiens qui se sont déplacés dans le sud pour fuir les communistes, c'était beaucoup plus important. C'était à peu près 2 millions. Et sur ces 2 millions, presque la moitié étaient catholiques. Et donc, il y avait un mouvement très, très important catholique. Il faut dire parce que c'est à cette époque que les Américains ont commencé à vraiment s'immiscer dans les affaires vietnamiennes. Et surtout le CIA a fait de la propagande. On a dit, oui, il y a la Vierge qui va partir dans le sud. Et si vous voulez suivre Marie, allez dans le sud. Alors, je ne suis pas convaincu que beaucoup de Vietnamiens aient cru ça, mais forcément, si vous étiez catholique en 1954, à ce moment-là, le Sud vous avez forcément une meilleure impression de l'avenir au Sud que dans le Nord, sous un régime communiste. Alors, à peu près 2 millions de Vietnamiens, et donc à peu près, je crois que c'est peut-être 800 000 catholiques sont partis dans le Sud en réfugiés. Entre 1954 et 1975, dans le Nord, l'Église a pu rester en vie, mais comme toutes les autres régions, avec beaucoup de méfiance et beaucoup de contrôle. Dans le Sud, c'était tout à fait différent, surtout pendant les premières années du gouvernement de la République, à cause du président Ngo Dinh Diem. Parce que Ngo Dinh Diem, c'était un catholique très, très fidèle, toute sa famille, et son père était un des premiers évêques vietnamiens. Et
et il est devenu très, très puissant, pas seulement dans l'Église, mais aussi dans la politique du Vietnam du Sud. Et si on utilise cette époque de l'histoire politique vietnamienne, on sait très, très bien que l'avènement du régime de Ngo Dinh Diem et surtout le fait que tout d'un coup, il y a eu 800 000 catholiques qui sont venus au sud et qui sont devenus une minorité beaucoup plus importante et plus nombreuse qu'ils ne l'étaient avant. Ça a beaucoup influencé le développement de la politique et la politisation de la région dans le sud. Parce que la minorité catholique, et en général, et surtout les nordistes qui étaient venus dans le sud et au Vietnam, parmi les diverses régions, il y a des préjugés, il y a des sentiments très, très forts, surtout entre les sudistes et les nordistes. Donc, le fait que de plus en plus, le régime de Ngo Dinh Diem, entre 1955 et 1963, ça a été perçu comme un régime catholique. Et donc, c'était un régime catholique, mais on avait l'impression que les catholiques étaient privilégiés et que les bouddhistes étaient plus ou moins, bien qu'ils soient la majorité dans le pays, qu'ils étaient désavantagés par rapport aux catholiques. Et même après la chute très violente de Ngo Dinh Diem en 1963, de 1963 jusqu'à la fin, en 1975, quand même cette concurrence entre forces politiques et catholiques et bouddhistes est restée. Elle n'a jamais été, après plus ou moins 64-65, elle n'a jamais été aussi féroce que sous Ngo Dinh Diem, mais ça n'a jamais tout à fait disparu non plus. Finalement, si on regarde de la fin de la guerre et de la réunification du Vietnam en 1976 jusqu'ici, effectivement, pour toutes les religions, le Parti communiste suit une politique de ce qu'on pourrait qualifier de ce que j'ai qualifié ici de liberté contrôlée. Donc, toutes les religions peuvent fonctionner. Aucune religion n'est interdite, mais il faut qu'elle opère forcément dans les contraintes du gouvernement. Et d'abord, pour les catholiques, il faut avoir une seule église nationale. Pour les protestants, avant, c'était pareil. À la fin des années 90, il n'y avait qu'une seule église protestante légale. Mais maintenant, ils ont commencé à permettre plusieurs. Maintenant, je crois qu'il y a à peu près une dizaine de dénominations protestantes, de sectes protestantes qui sont permis. Donc, l'Église catholique a pu fonctionner. Et à mon avis, depuis 1975, pour la mentalité des dirigeants vietnamiens, la menace, si vous voulez, la menace catholique est beaucoup plus importante, beaucoup moins importante que la menace protestante. Pourquoi? Parce que pour eux, la France n'est plus une menace. Tandis que les États-Unis et les rapports, comme le catholicisme avant était perçu comme une religion française, le protestantisme, c'était une religion américaine. Surtout parce qu'avant 1954, les protestants ont eu beaucoup de mal à prendre pied au Vietnam parce qu'une des choses que l'Église catholique a pu faire en Indochine coloniale, c'était plus ou moins bloquer la présence des missionnaires protestants. Il y en avait, mais ils étaient très, très peu nombreux. Mais après 1954, il n'avait rien à faire. Et donc, il y avait eu une grande présence protestante, de missionnaires protestants et beaucoup de conversions, surtout parmi les minorités ethniques dans les montagnes. Avant, il y avait déjà quelques tribus qui s'étaient converties au catholicisme, mais maintenant, il y en avait beaucoup qui ont été convertis au protestantisme. Donc, les protestants, depuis ces quelques décennies, les protestants, en général, ont eu davantage d'ennuis que les catholiques. Et il y a aussi récemment une petite présence missionnaire des catholiques et aussi des protestants.
Si on veut aller travailler au Vietnam, on n'est pas obligé de cacher le fait qu'on soit chrétien, que ce soit catholique, que ce soit protestant. Mais en même temps, normalement, on n'a pas le droit de faire du travail à 100% religieux. On peut y aller en tant qu'organisation religieuse, mais il faut qu'on fasse quelque chose qui soit utile aux yeux des gouvernants. Alors, pour conclure, forcément, c'est une histoire de très, très longue durée. Moins longue que l'histoire du catholicisme aux Philippines, mais quand même très, très longue, surtout par rapport aux autres pays asiatiques. C'est une église, dans certaine mesure, qui a presque toujours été en lutte. Ou bien, avant, c'était la lutte contre la persécution des gouvernements confuciens. Puis, pendant l'époque coloniale, dans une certaine mesure, c'était un peu en lutte, bien que beaucoup moins, disons, moins féroce, une lutte avec les autorités coloniales qui s'opposaient aux intérêts de l'Église. Et puis, de 54 à 75, soit avec le gouvernement communiste, soit avec les bouddhistes, et toujours. Donc, il y a presque jamais eu d'époque vraiment paisible, vraiment relaxe pour les catholiques au Vietnam. Et comme on l'a vu tout à l'heure, la situation des catholiques au Vietnam, des missionnaires, mais aussi des catholiques indigènes, ça servait de prétexte pour l'intervention coloniale, ça c'est sûr. Personne ne peut le nier. Mais sous le régime colonial, on ne peut vraiment pas dire que l'Église ait été un outil colonial. Elle avait son travail à elle, mais vraiment, les intérêts de l'Église catholique sur le régime colonial n'étaient pas exactement les mêmes que les intérêts de ce régime. Alors, à mon avis, l'Église catholique a toujours un rôle à jouer dans la société vietnamienne. Les gouvernements actuels, ils se rendent compte qu'il n'est vraiment pas question de supprimer la religion au Vietnam. Ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils désirent, c'est que les églises, les fidèles, fassent des contributions positives au pays, à la société. Et j'espère bien que l'Église a certainement eu des ennuis avec le gouvernement. Surtout, il y avait des questions de terre, de propriété qu'ils avaient perdu, que le gouvernement a voulu prendre. Mais dans une certaine mesure, les protestants, surtout puisqu'il y a beaucoup de protestants qui n'appartiennent pas aux églises reconnues par le gouvernement. Donc, il y a beaucoup d'églises souterraines, tout ça. Et aussi, en même temps, il y a eu des mouvements assez importants de conversion parmi certaines minorités ethniques. Et c'est surtout de ça que le gouvernement se méfie. Alors, à mon avis, et peut-être pour l'Église, l'avenir pour l'Église catholique, je suis assez optimiste parce que je crois que l'époque coloniale, c'est déjà très, très loin dans le passé. Et je crois que comme les gouvernements vietnamiens, comme ils reconnaissent que la religion, que ce soit la religion vue comme indigène, ou bien que ce soit une religion plutôt étrangère, qu'il existe la possibilité de contribuer à construire une société, aussi de garder un peu le moral. Parce que une chose qui inquiète beaucoup les dirigeants vietnamiens, laotiens, chinois, c'est qu'ils sont inquiets que surtout leur jeunesse soit trop corrompue par disons, la culture et la moralité occidentale. Donc, ils reconnaissent dans cette mesure qu'une des valeurs, une des forces de la religion, y compris la religion chrétienne, c'est qu'elle puisse effectivement jouer, à renforcer, à donner une certaine base morale à la société. Et à mon avis, s'ils continuent à pouvoir séparer, à voir qu'il y a un rôle moral dans la culture, un rôle social de moralité s'ils peuvent bien faire la distinction entre un rôle moral et un rôle politique que probablement n'existera pas, je crois que l'Église catholique et aussi l'Église protestante pourront continuer à survivre et j'espère à prospérer.
Merci. Ça. Alors, je dis toujours à mes étudiants que leurs questions sont plus importantes que tous les propos que j'ai pu faire. Alors, est-ce que je peux mettre ça en full screen, comme ça je peux voir tout le monde? Oui. Alors, attendez, je vais faire une pause ici. Stop. Voilà, et comme ça, OK. vous pouvez voir. Vas-y. Je pense que les questions sont ouvertes. Si les personnes qui sont sur Zoom veulent poser des questions, qu'ils n'hésitent pas. Puisque j'ai pris la parole avant tout le monde, je vais ouvrir le feu. Oui. Ouvrir le feu, oh là. J'aurais été curieux. Est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus? J'ai voyagé quelques fois au Vietnam et j'avais noté, par exemple, une réelle différence architecturale entre les régions évangélisées par les dominicains dans le nord et les régions sous influence MEP. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur, y a-t-il, entre guillemets, deux catholicismes, ou y avait-il deux catholicismes vietnamiens? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Quels étaient les rapports entre cette évangélisation espagnole MEP, espagnole dominicaine et l'évangélisation MEP? Comme on sait par exemple ici à Singapour, c'était très conflictuel. Ouais. Et ça a été très conflictuel dans pas mal d'endroits en Asie. Comment c'était au Vietnam? Oui, je sais qu'il y avait, à certains moments, il y avait des problèmes, qu'il y avait des conflits entre les MEP et les Dominicains. Dans une certaine mesure, c'était un conflit national en même temps qu'un conflit de mouvement. J'ai l'impression, je ne l'ai pas beaucoup étudié, mais j'ai l'impression que les conflits entre les MEP et les jésuites, quand il y avait des jésuites, étaient beaucoup plus sérieux, surtout dans le XVIIIe siècle. Dans le sud, il y avait les jésuites, il y a aussi les Français de MEP, et c'était des problèmes, des conflits assez sérieux. Au 19e siècle, parce qu'ils se sont plus ou moins partagés les territoires, parce que pour la plupart des diocèses étaient au MEP, mais il y avait au moins une qui était réservée aux dominicains. Quand je lis les lettres, les documents du 19e siècle, on parle très, très peu de conflits avec les dominicains. J'ai l'impression, surtout à cette époque-là, parce que c'était une époque où la persécution devenait plus grave, qu'ils avaient l'impression d'être dans le même bateau. Et donc, ils ont compris que ça ne leur servait pas à grand-chose de se conquérir. Et d'autant plus que les jésuites, forcément, n'étaient pas là au 19e siècle. Alors, je crois que probablement il y avait quelques petites différences d'architecture, sans doute, peut-être de formation pour les prêtres et tout ça. Mais d'abord, comme les MEP avaient la majorité, et puis deuxièmement, comme il n'y avait... comment dire, ça n'avançait pas beaucoup les Dominicains de vraiment faire des histoires avec les Français. Alors, je crois qu'en général, ils ont pu s'accommoder tant bien que mal. Et je crois que les Dominicains sont restés là presque jusqu'à la fin. Merci. Et vous nous avez parlé au début de missionnaires portugais, français, Oui. espagnols. On a, donc au 16e, on a un peu une idée de la manière dont ils étaient arrivés là. C'était des solitaires ou… Probablement. Du moment qu'il y avait un centre catholique à Macao, donc il y avait Macao d'un côté et Goa de l'autre. Forcément, ceux qui sont venus au Vietnam, c'était surtout de Goa. Mais du moment où il y avait les MEP, j'ai l'impression qu'ils ont plus ou moins dominé la situation au Vietnam. Et donc, les Portugais avaient déjà de quoi faire en Inde et puis dans d'autres pays dans la région. Alors, je ne pense pas qu'ils aient essayé à sérieusement concurrencer les Français. C'était aussi une question de quel pays envoyait des commerçants, parce que souvent les missionnaires et les commerçants sont venus ensemble.
Et donc, par exemple, avec le nord et le sud, donc quand il y avait les deux royaumes, dans le nord, ils avaient de meilleurs rapports avec les Hollandais. Alors, puisqu'à cette époque-là, il y avait un très, très grand concours entre les Néerlandais et les Portugais. Si vous étiez plutôt proche des Néerlandais, vous accueillez difficilement les Portugais. Donc, le royaume du Nord, du Tonkin, en général, et à cette époque-là, il n'y avait aucun missionnaire hollandais au XIXe siècle, mais il y avait la compagnie néerlandaise qui avait une présence dans le Nord. Par contre, dans le Sud, là, les Nguyen, ils avaient des rapports assez proches avec Macao, et donc pas seulement il y avait beaucoup de commerçants qui passaient entre le Macao et le Vietnam, mais aussi quelques missionnaires. Mais pour la plupart, la présence la plus permanente et la présence la plus importante, c'était effectivement la présence française plutôt que portugaise. Puisque du moment où vous avez une domination de MEP, forcément, vous avez une domination de portugaise. Et ces querelles d'autorité entre les diocèses portugaises et françaises, ça existait dans une certaine mesure au Vietnam, mais c'était beaucoup moins important que dans d'autres pays. Merci. Est-ce que les missionnaires, lorsqu'ils sont venus de France au Vietnam, ils ont également essayé d'apporter leur savoir avec eux, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans les soins, que ce soit dans les différents domaines? Est-ce que c'est quelque chose qui a été marquant et qui l'est encore ou qui a été effacé? Qu'est-ce qu'il en est un peu de tout ça? Cette question d'apporter une connaissance, disons, non religieuse et non spirituelle, ça, c'était surtout caractéristique des jésuites. Parce que les jésuites, d'autant plus que les jésuites, ils insistaient beaucoup sur l'évangile, disons, leur vœu était d'évangéliser l'élite, les gens de la cour. Et donc, pour eux, ils savaient qu'il fallait absolument apporter des connaissances, si vous voulez, laïques, la science, les mathématiques. Ça, même au Vietnam, on voit ça très, très, très peu chez les missionnaires catholiques qui n'étaient pas jésuites. Cela a toujours été une particularité des jésuites, effectivement, de mélanger des connaissances scientifiques et mathématiques. Il y avait quelques missionnaires qui avaient peut-être des connaissances de médecine, mais en général, les missionnaires au Vietnam se sont bornés au travail religieux. C'était toujours un moyen, c'était toujours une façon dont les missionnaires français, comme les MEP, se sont restés un peu à l'écart ou bien se sont séparés des jésuites. Parmi tous les groupes missionnaires, les jésuites étaient vraiment les seuls qui essayaient d'avoir ce mélange de savoir scientifique, mathématique et d'évangélisation. C'était quelque chose de presque unique chez les jésuites. Et je crois dans une certaine mesure, évidemment, il y avait beaucoup d'éléments qui ont créé les conflits entre les jésuites et les autres missionnaires. Mais à mon avis, une des choses que les autres missionnaires n'ont pas appréciées, c'est effectivement cette idée que nous, en tant que missionnaires, on devrait apporter une connaissance qui n'est pas proprement religieuse. Pour les jésuites, c'était effectivement un moyen de rentrer dans le pays, de se faire accepter. Mais comme en général, les autres missionnaires se méfiaient beaucoup des jésuites. Ils n'étaient pas d'accord avec leur façon d'aborder les questions de syncrétisme, de mélange des croyances asiatiques et catholiques. Et il y avait beaucoup d'autres reproches à faire. Et je crois que dans une certaine mesure, les missionnaires plus purs et durs, comme les MEP, ils croyaient, à leur avis, c'était l'idée de mélanger la science et les mathématiques avec l'évangile. C'était pas quelque chose ils n'étaient pas d'accord avec ça. C'est quand même en ce moment, même à présent, on voit parmi les protestants surtout,
ceux qui préconisent une stratégie d'évangélisation à 100% spirituelle, ils ne sont pas d'accord avec des missionnaires qui vont faire du travail médical, du travail agricole. Ils disent, ouais, ça, n'importe qui peut faire ça. Nous, on est les seuls qui pouvons proposer l'évangile, alors on va nous aborder à ça. C'était un peu le même. Pardon, j'allais justement ajouter, on a vraiment le commencement de ce qu'on pourrait appeler une mission médicale catholique au Vietnam. Ce n'était vraiment, je crois, c'était uniquement avec l'arrivée des religieuses. Parce que souvent, c'était effectivement les sœurs qui ont géré des orphelinages, les hôpitaux et tout ça. Il y avait très, très peu de médecins masculins. C'était presque uniquement parmi les religieux. Tandis que pour les écoles, forcément pour les écoles, on avait les religieux et les religieuses. Mais leur but, c'était de proposer un enseignement à peu près purement religieux. Surtout puisqu'il y a à côté, ils avaient l'idée que si vous voulez apprendre les sciences, les mathématiques, c'est pas qu'il n'ait pas enseigné ça dans les écoles religieuses, mais si vous ne voulez pas une éducation religieuse, alors voilà, l'école franco-annamite là-bas, vous n'avez qu'à aller là-bas. Alors nous, puisqu'on a des écoles religieuses, on va insister sur un enseignement plus purement religieux. Et à partir de quand il y a eu des séminaires propres, enfin des séminaires locaux, et finalement que les prêtres vietnamiens ont été plus importants que ceux français ou d'Europe? Bon, là, c'est deux questions différentes. Quand est-ce que les prêtres vietnamiens sont devenus plus importants que les Français? Je dirais 1954. Mais un séminaire, il y en avait assez tôt. C'était très, très difficile de garder un séminaire au Vietnam, mais donc, il y avait le séminaire à Penang, en Malaisie. C'était un séminaire ça date de quand, Michel, le séminaire? Vous savez, le séminaire MEP à Penang. C'est à Uttaya. Oui, il y avait... Il ouais, va bouger, je ne me rappelle plus, Laurent Gattinois qui est là ce soir doit savoir les dates exactes, mais il va migrer vers le sud jusqu'à Penang. Ouais. Il doit s'installer à Penang au début du 19e siècle, mais je suis pas certain. Oui, à peu près ça, oui. Parce que la Thaïlande, le Siam, l'Ayutthaya, c'était toujours un lieu beaucoup plus sûr. Donc, ils ont gardé une permanence, un séminaire en permanence au Siam, en Ayutthaya. Mais comme Michel le dit justement, à un certain moment, ils ont émigré dans le sud. Une fois que Penang est devenu une colonie anglaise, ils ont décidé que c'était un peu plus sûr. Donc, à un certain moment, il y avait effectivement des prêtres vietnamiens qui ont été envoyés. Normalement, ils étaient obligés d'aller à l'étranger. Soit ils allaient au Siam, soit après, ils allaient à Penang. Ils pouvaient être formés là-bas. Mais je viens de faire une recension d'un livre sur Louis, un des premiers grands maîtres, Louis, ça va me revenir le nom, peu importe. Et le livre explique bien aussi que les MEP, alors qu'ils avaient comme soi-disant priorité de former un clergé local, il y avait toujours, comment dire, l'appel des montagnes qui était plus fort que l'appel de la salle de classe. Ouais. Et donc, les autorités MEP devaient se battre pour trouver un MEP qui accepte de s'occuper des séminaires et de former du clergé local. Donc, malgré le discours, c'était très compliqué d'avoir des MEP qui vraiment s'attellent au long travail et pénible travail de formation d'un clergé local, ce qui explique aussi probablement pourquoi. Et puis, bon, bref, et puis c'est bien d'être les chefs quand même, donc pourquoi former un clergé local? Mais par contre, les MEP étaient beaucoup plus forts à ce côté-là que d'autres ordres. Mais j'ai l'impression, d'après mes lectures, ils ont formé surtout des catéchistes. Et les catéchistes, c'était un peu au niveau un peu inférieur au niveau de prêtre. Et le premier évêque vietnamien, je crois qu'il était consacré en 1932 ou 1933. Alors, ça fait quand même un bout de temps après la première présence. Donc, des prêtres vietnamiens, il y en avait quelques-uns, mais les catéchistes étaient beaucoup plus nombreux. Et forcément, même quand on lit les écrits, les lettres de ces missionnaires,
on se rend compte qu'il n'y avait pas toujours une très, très bonne impression des prêtres indigènes. Il y avait certains préjugés et donc ça n'a pas beaucoup développé. Je faisais la recension d'une thèse il n'y a pas très longtemps non plus sur les écoles catholiques au Vietnam, qui soulignait que dans les écoles catholiques de l'époque coloniale, c'était 50% garçons, 50% filles, alors que dans les écoles franco-annamites, c'était 20% filles et le reste garçons. Oui, donc il y avait un vrai, parce que dans la logique catholique, faire une mère de famille catholique éduquée, c'était le meilleur moyen pour... Donc, pour lier ça à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au conflit idéologique entre catholicisme et confucianisme, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus en comment le catholicisme a transformé les structures familiales au Vietnam? Je dirais que, bon, probablement le plus important, ça serait l'idéal de monogamie. Puisque normalement, dans les familles catholiques, on n'avait forcément qu'une seule femme, tandis que dans les autres familles, on pouvait en avoir plusieurs. On avait toujours une femme principale et puis les femmes plutôt qu'on appelait les mineures. Et c'était vraiment absolument interdit dans les familles catholiques. Alors, le fait qu'on ait pu imposer la monogamie, c'était très, très important. Si on parle de question des rôles des femmes, forcément, ces questions d'enseignement étaient très importantes. Parce que oui, en général, en histoire, comme le but de l'enseignement, c'était de se faire mandarin, c'était de passer l'examen et de se faire mandarin. Forcément, les filles n'y participaient pas, puisqu'il n'y avait pas la possibilité d'avoir une mandarine. Et donc, du moment où vous commencez à avoir des écoles, soit des écoles franco-annamiques, soit des écoles religieuses où les filles puissent aller faire des études, ça c'est déjà quelque chose d'important. Mais si on parle de questions morales, probablement, côté moral, et surtout du point de vue conservateur, je ne pense pas qu'il y ait eu un écart très, très important entre les familles confuciennes et les familles catholiques. Parce qu'on voit dans les années 1920, 1930, on voit la jeune génération de Vietnamiens, surtout les auteurs de romans, ils commencent, comme leurs homologues chinois, à s'élever contre l'idée d'un mariage arrangé. Et donc, il faut avoir la liberté d'aimer qui on veut. Il y a plusieurs romans contre l'oppression des belles-filles par les belles-mères. Et dans ce contexte, cela c'était normalement dans des familles confuciennes. Mais ça m'étonnerait si dans une famille catholique, c'était très, très différent. Alors, donc, probablement, un jeune couple catholique probablement était plus ou moins arrangé par le parent tout à fait comme les autres. Alors, de ce côté-là, je ne pense pas que le catholicisme ait eu, disons, un effet libérateur contre sauf en ce qui concernait le droit d'avoir une seule femme. Je ne dis pas qu'il n'y ait jamais de bonhommes catholiques qui n'ont pas eu, qui étaient son maîtresse. Mais en principe, ce n'était pas accepté. D'abord, ce n'était pas accepté au même degré que pour les familles païennes. Et surtout, parce que dans une famille païenne, on pouvait effectivement avoir un mariage pour une deuxième femme mineure, troisième femme mineure. Ça, l'Église ne l'aurait jamais accepté. Alors, il n'était pas, que je sache, il n'était pas question dans une famille catholique d'abord d'avoir une femme mineure, ou bien que s'il y avait une maîtresse, que ces enfants soient reconnus comme légitimes. Je ne pense pas que ce soit possible. C'est peut-être important de dire à ceux qui sont sur Zoom que s'ils veulent partager des questions, il faut qu'ils lèvent leurs mains ou qu'ils se manifestent. Allô? Quand on voyage, ce qui est frappant, c'est quand même le culte des ancêtres qui est encore très, très, très présent. Oui. Comment les familles catholiques s'en accommodent?
Est-ce qu'on peut cumuler les deux ou est-ce qu'il faut y renoncer? Est-ce que c'est pas absolument perdre son identité parce que ça a l'air d'être très très au cœur de la nation vietnamienne et comment est-ce qu'on arrive à la question du culte des ancêtres pour les catholiques, c'est probablement la question la plus importante, le débat le plus important dans l'histoire de la foi chrétienne en Asie. Parce qu'au début, c'était un très, très grand débat en Chine, parce que les jésuites, ça s'appelle le débat des rites, et parce que les jésuites, en général, ils ont décidé au XVIIe siècle, les jésuites en Chine, ils ont décidé que le culte des ancêtres n'était pas tout à fait religieux proprement dit. Donc, il était possible de participer, dans certaines mesures, au rite des ancêtres sans violer la loi du Seigneur. Mais ça, c'était l'idée des jésuites. Quand les autres ordres sont arrivés, les dominicains, les augustiniens, ils étaient tout à fait contre. Bon, d'abord parce que c'était les jésuites, et deuxièmement parce qu'ils ont dit que c'était trop relax, que c'était trop, c'était une politique trop syncrétiste en fait, il ne fallait pas mélanger les deux. Et ils ont porté plainte au Saint-Siège. Et au début il me semble que c'était au début du XVIIIe siècle, je crois, le pape a interdit la pratique du culte des ancêtres par les catholiques en Chine. Et cette interdiction est restée en place jusqu'à 1938 ou 1939 à peu près. Un petit peu avant, je pense. Ça doit être, je me demande si c'est pas 34, au début des années 30, à cause du Japon. Oui, à cause du Japon. Donc, en principe, les missionnaires au Vietnam étaient obligés de suivre les mêmes règles. Et je n'ai jamais vu, j'espère un de ces jours faire une étude plus détaillée là-dessus, mais en principe, puisque le culte des ancêtres au Vietnam était à peu près pareil au culte des ancêtres en Chine, l'interdiction pour la Chine était également valable pour le Vietnam. Je sais, si j'ai bien compris les documents, à certains moments, justement, l'évêque d'Adron a essayé d'avoir une politique un peu plus relaxe, mais ça n'a pas été accepté. Parce qu'en général, du moment où l'Église a pris position contre la pratique du culte des ancêtres, il était impossible de s'y opposer. Donc, en général, que je sache, je ne dis pas qu'il n'y ait pas de familles catholiques qui ont pratiqué le culte des ancêtres. Je crois que c'est tout à fait possible, surtout du moment où vous n'avez plus de missionnaires pour vous surveiller, c'est possible. Les protestants ont toujours été ils ont absolument refusé. Mais à mon avis, en général, ils ont plus ou moins laissé tomber, sauf si vos ancêtres étaient catholiques, à ce moment, ça va. Parce que vous, les catholiques, vous les protestants, une fois que vous êtes mort, vous êtes mort. On peut plus rien pour vous. Hein? Mais du moins, comme dans l'Église catholique, vous avez la possibilité de prier pour les morts. Si vous êtes catholique et que vous ayez des ancêtres catholiques, à ce moment-là, vous pouvez avoir des prières pour eux, mais dans un contexte catholique, pas dans un contexte confucien, je crois. Et c'était au début, forcément, la question se posait. Si vous étiez la première génération de Chinois ou Vietnamiens à vous convertir, qu'est-ce qui est devenu vos ancêtres? Parce que même, je crois que si vous êtes catholique et vous essayez de prier pour l'âme d'ancêtres qui n'ont jamais été baptisés, c'est pas évident. Et donc, pour eux, c'était pareil. Mais après, lorsqu'il y avait des familles qui étaient catholiques depuis 2 ou 3 générations, à ce moment-là, de dire des prières pour des ancêtres morts dans le cadre catholique, je crois que ça se permettait. Mais lorsqu'il était question d'aller
d'aller faire de faire des offrandes à une statue de Confucius, ou bien de participer à des rites publics confuciens, là, c'était toujours interdit parce qu'il n'y avait rien de catholique là-dedans. C'est clair? OK, ouais. J'aurais une question, enfin une dernière question donc sur l'histoire du catholicisme au Vietnam. Vous avez terminé sur peut-être la guerre du Vietnam en 1975. Donc quand les communistes ont pris le pouvoir, les MEP sont tous partis du Vietnam. Et quand est-ce qu'ils sont revenus au Vietnam finalement? Ça, il faudra peut-être demander au père Gatinois qui est là et qui fait partie du MEP ou bien à Michel. Mon père, si vous êtes là, vous pouvez répondre à la question parce que moi, je ne veux pas raconter des bêtises. Laurent? Ouais. Laurent, si tu es avec nous, tu peux allumer ton micro et nous répondre à cette question. À quelle date à peu près les MEP reviennent au Vietnam? Puisque tu y es. Ouais. Il ne veut pas répondre. Bon, Okay. je vais répondre à ta place. OK, oui, allez-y. Donc les MEP, sinon, mais tu peux interromps-moi, hein, n'hésite pas. Donc les MEP sont expulsés en 75, voilà. Pas mal d'eux partent un peu partout, à Hong Kong et ailleurs. Après, les choses se détendent dès la fin des années 80. Certains reviennent en vacances, en touristes, ils font des visites. Il y a toute la diaspora. Et donc, le lien n'est pas tout à fait coupé. Il y en a qui viennent juste en touriste, faire un petit tour, voir ce qui se passe. Et puis, il y a des Vietnamiens de la diaspora séminaristes qui deviennent prêtres, dont certains deviennent MEP. Et donc, cela arrive à revenir très discrètement dès les années 90, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est certain au début des années 2000. Et maintenant, on arrive même à envoyer des Gaulois. Au Vietnam. Oui, donc il y a une libéralisation enfin, des cultes au Vietnam alors. Enfin, à partir dans une certaine mesure, oui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure à la fin de ma conférence, maintenant, si vous avez même des chrétiens, que ce soit protestants, que ce soit catholiques, étrangers, si vous faites quelque chose, si vous proposez un service qui soit utile, qui soit perçu comme utile pour le pays, pour le peuple, vous avez bien la possibilité d'y aller. Parce que, bon, le Vietnam, ce n'est pas la Corée du Nord et ce n'est pas un pays tout à fait fermé. Et si vous êtes chrétien étranger, vous n'avez pas besoin. Moi, j'ai travaillé 3 ans au Laos, 3 ans au Vietnam. Dans tous les 2 pays, j'étais entré avec une organisation protestante. On n'avait pas besoin de cacher notre identité protestante. Simplement, il fallait qu'on soit sage, qu'on fasse sérieusement le travail qu'on était là pour faire et qu'on ne fasse rien qui soit vraiment contre les règles, contre les lois du pays. Et à ce moment-là, maintenant, surtout le passé colonial, c'est suffisamment lointain pour que les MEP puissent revenir sans se faire qualifier de colons, quelque chose comme ça. Les MEP et d'autres. Oui, et d'autres aussi, oui. Il y a d'autres types de missionnaires, mais c'est surtout le Vietnam qui envoie des missionnaires à l'étranger aujourd'hui, oui. En France, partout. Et des religieuses. Voilà. Si on est à court de questions, je pense que voilà, 1h30, Okay. c'est parfait. Okay. Donc, un très grand merci Hein? pour cet échange. Merci à tous. Extrêmement riche. Merci. Passionnant. Voilà. Et qu'on a enregistré et qui sera disponible bientôt sur Internet. Merci. Merci. Bonsoir, merci. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. OK, merci de nous avoir suivis.